Bonjour à tous, si vous ne comprenez pas où vous êtes bien dans la partie 2 de l'épisode sur le trouble de l'identité avec Zéliana et Ava. Je vous souhaite un bon épisode. Salut! Il y a quand même des chances qu'il y ait plus de personnes avec un trouble dissociatif de l'identité que de personnes qui ont les yeux verts. Est-ce qu'il y a d'autres règles, d'autres choses qui nous permettent de dire ça c'est le TDI? Il y a des critères, donc c'est ceux, par exemple, du DSM-5, qui est le livre, le manuel statistique des troubles mentaux. Donc c'est les critères de base pour chaque trouble connu à ce jour et qu'on peut diagnostiquer en tant que psychiatre. Donc le psychiatre, il se base sur ces critères-là. Donc dans le trouble dissociatif de l'identité, il va y avoir l'alternance de au moins 2 identités. Il va y avoir les amnésies, qui ne sont pas des oublis quotidiens. Et on va avoir, je crois que ça ne doit pas être dû à des substances ou à des croyances. Donc ça ne doit pas être de l'alcool, de la drogue, n'importe quoi. Et ça ne doit pas être lié à des religions, donc pas être de la possession. Enfin. J'allais vous poser la question sur la possession, parce que ça, j'ai l'impression que c'est le grand truc aussi. Mais en fait, elles sont juste possédées. Super sympa, les esprits qui nous possèdent d'un côté pour certains. Enfin, moi, on a plus cette version d'effet que, en fait, la croyance de possession, c'est des personnes TDI à la base. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de culture autour de la religion. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le TDI des alters qui sont tirés de fiction, donc d'œuvres fictives qui n'existent pas, c'est ce qu'on appelle des alters fictifs. Et il est fort probable qu'à l'époque, ce que des personnes pouvaient être le diable, c'était des alters qui se prenaient pour le diable parce que la culture de cette époque, c'était ça. C'était les livres. Des identifications. J'avais parlé à justement une jeune femme sur les réseaux sociaux qui a des alters et qui me disait moi j'ai Alice parce que c'est Alice au pays des merveilles et je l'ai mis dans ce cadre-là. Elle me sert à ça au quotidien quoi. Je pense aussi à dire par rapport à la possession que ce qu'on sait maintenant, c'est que dans nos cultures occidentales, on voit l'identité comme quelque chose de très individuel. C'est-à-dire que nous-mêmes, même si on sait qu'on est influencé par ce qu'il y a autour de nous, on voit l'individu comme quelque chose de très très fort et qui ne dépend pas trop de ce qu'il y a autour. Ce qui fait qu'il y a moins d'importance de la religion, ce qui fait qu'il y a moins de revendications de possession. Et donc, du coup, dans l'Occident, il y a peu de personnes qui vont rapporter leurs symptômes au psychiatre en leur disant « je suis possédée » ou « j'expérimente quelque chose de spirituel bizarre. S'il vous plaît, aidez-moi ». Ça arrive peu souvent. Mais ça a été un peu mon cas. Puisque moi, j'ai eu mes premiers vrais symptômes vers mes 13 ans. Et en fait, c'est une altère qui s'est réveillée et je pensais que c'était un fantôme, un esprit qui me possédait. Me dis pas pourquoi. Ça avait plus de sens pour moi de me dire ça. J'ai pas dit pourquoi. On était plusieurs dans ma tête. Parce que je savais pas que le TDI, ça existait. Donc, mon corps, il a juste rationalisé en se disant... Mais comment, physiquement et dans le temps et dans l'espace, ça se manifestait pour toi à ce moment-là? J'avais des moments où je perdais totalement le contrôle de mon corps. J'étais un pantin qui était dirigé par quelqu'un d'autre et qui faisait des trucs que je voulais pas faire. Et après, c'était les Parce disputes. qu'entre alters, vous pouvez vous batailler. Ah oui, oui, nous, on se bataillait à mort. Genre, c'était vraiment... C'est votre quotidien, un peu. En fait, quand on est dans le déni ou qu'on n'est pas forcément au courant ou qu'on comprend pas et qu'on essaye un petit peu de lutter, j'ai... personnellement, de retour d'expérience de la mienne et d'autres personnes que je connais, ça empire les symptômes. Donc, on a plus de switch, donc de changement d'alter, donc de changement d'identité. On a plus de symptômes dissociatifs aussi. Et on a moins de communication. Donc, forcément, des fois, ça nous empêche de voir les alters, de comprendre qu'on est plusieurs personnes parce que on se cherche aussi tellement d'excuses. Moi, je sais que le nombre de fois où... il y a eu des jours que j'oubliais, je faisais non mais c'est la fatigue, c'est pas grave, ça
ça arrive à tout le monde. Enfin, et on essaye tellement de se rationaliser et de dire non mais ça arrive à tout le monde, c'est pas mon cas, ça va passer. Et ça passe pas, et ça empire, et on bataille. Et des fois, il y a des moments qui sont inexplicables. Et je l'ai eu aussi. C'est d'ailleurs le truc qui m'a fait réaliser que, en fait, le diagnostic psy était exact. C'est que j'ai eu une dispute avec mon chéri à cette époque. Et à un moment, j'ai une altère qui est venue, qui a pris le contrôle. J'étais juste spectatrice de ce qui se passait. J'avais pas le choix. Je pouvais pas bouger, mains fixées, pieds fixés. Juste, je voyais, j'entendais. Impossible de bouger. Et mon corps et ma bouche bougeaient et parlaient. Et mon corps a dit qu'on ne l'aimait pas de toute façon, qu'on l'avait jamais aimé, qu'on l'avait trompé, que de toute façon on ne le voulait plus dans notre vie. Enfin, chose que je pensais absolument pas. C'était horrible à vivre. Et à un moment, j'ai repris, je me suis cognée devant mon bureau, le front, je suis tombée, et je me suis relevée en pleurs mais je comprends pas ce qui vient de m'arriver. La première chose que je lui ai dit à mon chéri, c'est j'ai eu l'impression d'être possédée. Parce que c'était la seule représentation qu'on a. Hein. Seul moment où comment est-ce que tu veux expliquer qu'il y a un truc qui n'est pas toi-même, qui est en toi et dont personne ne parle, et qui te contrôle. C'est. Alors justement, je vais vous poser une question qui va vous énerver, les filles, je le sais, mais il faut que je vous la pose parce que j'ai vu tellement ce commentaire. Est-ce que vous n'avez pas juste des sautes d'humeur? À part si tes humeurs ont des prénoms, des âges, des comportements, des voix, des écritures différentes. À part si tes humeurs, elles ont de l'amnésie entre les unes et les autres. Genre, quand t'es joyeux, tu te souviens plus que quand t'étais en colère. La colère, ni tout le reste, voilà. Ou même que si t'es joyeux à un moment, tu te souviens plus que t'as déjà été joyeux à un autre moment. Si t'as des altères si t'as des humeurs qui font ça, va consulter des questions. C'est peut-être que tes humeurs sont pas les mêmes que tout le monde. Je le sais. Alors, on vient à la question. Alors là, pareil, préparez-vous parce que c'est ça qui a fait d'ailleurs qu'on s'est parlé au départ. Des bêtises sont dites, même peut-être sur ma chaîne. Je n'ai pas été assez vigilante sur le lien entre la schizophrénie et le trouble dissociatif de l'identité. Et là, je vois Ava, elle est comme ça. Là, je vais y aller parce que ça, c'était vraiment le truc où c'est important. Parce que pour les personnes qui sont atteintes de schizophrénie ou qui ne le savent pas encore, pour les personnes qui ont un trouble dissociatif de l'identité. Et la parole est à toi. Faut savoir déjà que malgré tout, c'est deux troubles assez proches dans les recherches. Donc, c'est deux troubles qui vont être très souvent comparés parce que dans la croyance populaire, la schizophrénie, c'est être plusieurs personnes, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça, c'est pleinement le trouble dissociatif de l'identité. Et pourtant, ça va être des deux pathologies qui ont des symptômes en commun. Donc, ça va être, par exemple, cette partie d'hallucination, qu'elle soit interne, externe, auditive, etc. Les deux parties peuvent en avoir. Mais il va y avoir d'autres symptômes beaucoup plus spécifiques à un trouble comme l'autre. C'est-à-dire que, déjà, dans la schizophrénie, il n'y a pas d'altère. Il n'y a pas plusieurs identités. C'est vraiment spécifique au trouble dissociatif de l'identité. Quand de l'autre côté, par exemple, tout ce qui va être délire, psychose, c'est pas du tout du TDI puisque c'est un trouble dissociatif, donc de la famille des troubles dissociatifs, quand la schizophrénie, donc le spectre de la schizophrénie, fait vraiment partie de la famille des troubles psychotiques, donc qui sont induits vis-à-vis de mauvaises transmissions chimiques dans le cerveau. Et en l'occurrence, par exemple, on va avoir la grande distinction entre les deux hallucinations. Celles du TDI peuvent être parfois psychotiques, ça existe, mais on va plus souvent avoir des voies donc dissociatives, donc qui sont les altères, les identités. Quand de l'autre côté, la schizophrénie, c'est à cause d'un dysfonctionnement de la pensée. Donc ça va être le cerveau qui va pas se rendre compte que c'est la pensée qui fait un écho entre guillemets et qui en fait fait qu'il a l'impression que sa propre pensée vient de l'extérieur, alors que non, c'est à l'intérieur, mais à cause de ce dysfonctionnement crée des hallucinations auditives. Dans tous les cas, une personne schizophrène peut très bien se rendre compte qu'elle est schizophrène et vivre avec, se rendre compte de ses symptômes et même dire à l'heure actuelle, je suis en train de délirer, d'halluciner, d'être pleinement conscient de la situation. Comme une personne TDI peut ne pas du tout se rendre compte de ce qu'elle vit, mettre
sous silence ces symptômes, comme ça a pu m'arriver à moi, trouver des excuses, etc. Enfin, les deux cas sont possibles, que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Et je vais laisser Zéliana continuer parce que je sais qu'elle a plein de trucs à rajouter. Ouais, même par rapport au déni, je veux dire, dans les deux troubles, il peut y avoir du déni. C'est pas parce qu'on a un TDI qu'on l'accepte, en fait, et qu'on accepte qu'on est malade. Donc, dire que parce qu'on a un TDI, on est conscient, etc. et tout, c'est pas du tout le cas. Je voulais revenir sur les symptômes que tu disais. Il y a des symptômes, par exemple, que tu disais, les délires qui sont des symptômes uniquement dans la schizophrénie. Il faut savoir, par exemple, que des délires spécifiques à la schizophrénie, ça va être, par exemple, le fait de penser que nos pensées sont audibles par tous. C'est-à-dire que tout le monde peut nous entendre penser. Il y a les délires dits paranoïaques. Ça, il y a à la fois le TDI et les personnes schizophrènes qui peuvent l'avoir. Okay. Pourquoi ? On a vécu des trucs extrêmes. Forcément, on a peur de les revivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être parano de certains trucs par rapport à ces troubles-là. C'est le cerveau qui va être en hypervigilance. En hypervigilance. C'est dû au stress post-traumatique. Exactement. C'est dû à un autre trouble, en fait, qui est comorbide. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, le stress, dans les deux troubles, va pouvoir causer des dysfonctions qui peuvent se ressembler, et non ces dysfonctions-là qui sont communes, entre guillemets. On ne peut pas faire de différence. Donc, si quelqu'un te dit, oui, il a pas un TDI parce que il a un délire paranoïaque, machin. En fait, non, si ça se trouve, il a vraiment un TDI. Donc, on peut avoir des délires, juste on n'a pas forcément les mêmes. Donc, il y a ce délire de pensée audible, il y a les délires de contrôle par des agents extérieurs, du genre CIA, la persécution, gouvernement, la persécution. La persécution, elle peut être présente dans le TDI, mais en général, on sait, entre guillemets, que c'est pas la CIA ou les trucs comme ça. On va pas jusque-là. Parfois, il y a des petites différences. Ensuite, elle a parlé des hallucinations psychotiques et dissociatives. Par exemple, la manière dont on va faire cliniquement la différence, c'est que on va potentiellement donner des médicaments, surtout des neuroleptiques, donc des antipsychotiques à la personne, pour voir comment elle répond. Si les hallucinations sont psychotiques, elles vont répondre aux médicaments, elles vont s'apaiser. Donc ça, on mettra plutôt ça dans la case schizophrénie. Voilà. C'est ça. Et si ça s'apaise pas, c'est que c'est peut-être pas dû à ça. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des cas de schizophrénie réfractaires à tout médicament, où en fait, c'est juste que les médecins n'ont pas capté qu'ils ont un TDI. Et on peut guérir ? En fait, j'aime pas trop le terme guérir personnellement. Après, il y a des personnes qui peuvent l'employer comme ça. Je suis personne pour dire, mais non, c'est pas de la guérison. Moi, j'aime plus parler de rémission. Parce qu'en fait, le TDI, c'est globalement la structure du cerveau qui change. C'est-à-dire que physiquement, si on fait un IRM physiquement. Parce que ça va être un lien entre la partie qui s'occupe de la mémoire, l'hippocampe, et tout le cortex préfrontal qui vont réagir différemment, qui vont se transmettre différemment les informations d'une personne qui n'a pas le TDI et d'une personne qui a le TDI. Donc c'est toute une structure qui s'adapte pour mettre en place ce système de défense qui est la dissociation et qui est ce trouble. Donc en fait, une fois que ça se met en place dans l'enfance, parce que le cerveau de l'enfant est très malléable. C'est justement pour ça qu'on dit qu'on peut apprendre plus vite certaines choses, donc les langues, la musique, qu'on dit mais apprends ça dans l'enfance, ça sera plus facile, sinon tu vas galérer plus tard. C'est vrai d'ailleurs. C'est ça, c'est que le cerveau est plus malléable, il a une plasticité cérébrale. Et en fait, une fois que cette plasticité s'est mise en place, une fois adulte, pour le moment, on n'a pas trouvé de solution pour la remettre comme s'il n'y avait pas ce système. Imager d'une manière un peu enfantine, c'est comme si on cassait ce truc-là et qui se... Non, parce qu'il ne s'est jamais formé au départ. Ah, okay. C'est comme si en fait tu mettais une plante avec deux pots et un truc comme ça et qu'elle faisait un truc comme ça. Tu peux pas dire que tu as cassé la plante en deux. C'est la même plante au départ. C'est juste qu'elle a poussé dans deux endroits différents parce que tu l'as forcée à faire comme ça. Et c'est ça qui arrive. Par exemple, avec la lumière. C'est encore... oui, c'est hyper bien. Je sais pas pourquoi. Ah oui, non, mais je vois très bien. C'est très clair ce que vous m'expliquez. C'est exactement ce qu'elle dit, c'est que c'est un trouble qui est trauma-induit, donc qui est pas du tout, en tout cas... Pour le moment, au niveau des recherches, il n'y a aucun lien cause à effet avec la génétique, par exemple. C'est-à-dire qu'on sait, pour le moment, que on n'est pas avec le TDI. Okay. Pour l'instant, il n'y a aucune étude, du moins, qui a prouvé ça. En fait, aujourd'hui, aucune étude n'arrive à prouver un lien entre un gène ou des gènes particuliers et le TDI. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire que, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui de données sur le fait, par exemple, que
on a pratiquement systématiquement des traumatismes durant l'enfance quand on a un TDI. Ça montre qu'il y a un lien, en fait. Et on pense, du coup, la théorie, c'est que ce soit quelque chose qui soit induit par les traumas. Et ainsi, en fait, les traumas, ils vont gêner le développement cérébral et ils vont provoquer une modification de la maturation des structures cérébrales. C'est-à-dire qu'en gros, les morceaux du cerveau vont pas exactement grandir de la même manière, se connecter de la même manière. Donc, comme elle disait, l'hippocampe, l'amygdale aussi, qui sont réduits par rapport à quelqu'un de normal. Donc ça, c'est structurellement, on a des structures plus petites que la norme. Et ça va aussi causer des anomalies dans la connectivité du cerveau. En fait, il va y avoir des parties du cerveau qui sont moins bien connectées entre elles. Et c'est ça qui va causer, entre guillemets, la fragmentation. C'est-à-dire que les pensées, les souvenirs, les émotions, elles n'arrivent pas à se connecter toutes en même temps parce que le cerveau connecte moins bien les choses. Et c'est ça qui fait que nous, on sent que c'est quelque chose de fragmenté. Et quand on... par exemple, il y a et avec ça, on sait aussi que on a une hyperactivité de l'axe du stress, donc HPA pour ceux qui connaissent, donc c'est l'axe du stress. Mais oui, bien sûr, HPA, je connaissais hyper bien. Et apparemment aussi, on a une hypocortisolémie, c'est-à-dire qu'on a moins de cortisol de manière basale, c'est dans la norme, enfin quand il y a rien qui se passe, par rapport à quelqu'un de normal. Donc on a vraiment des différences physiologiques qui sont mesurables. Et en fait, on pense que comme les réseaux de connectivité de la mémoire, l'attention, de l'identité s'intègrent pas correctement, ce sont le fait que ça s'intègre pas correctement qui est le siège de la fragmentation identitaire, mais aussi que chaque alter, ça va être un pattern de connectivité cérébrale différent ou spécifique. Tu peux vulgariser cette phrase, j'ai compris, mais pour que ce soit très clair. En gros, chaque alter va utiliser différentes parties du cerveau différemment des autres. Donc, par exemple, sur 4 fils, ça se trouve, il y a un alter qui va utiliser que celui du haut, il n'y en a que celui du milieu. Non, il va utiliser celui du haut et du milieu en même temps, et cette connexion va faire que ça va agir différemment, et du coup, créer une identité différente que s'il y avait eu que ce fil ou ce fil ou ce fil-là. Je te sens beaucoup plus à l'aise, là. C'est Leïla. Toi, tu dissocies pas là? Non. Enfin, je suis concentrée sur ce que je disais. Je disais juste, du coup, pour comparer avec la schizophrénie. La schizophrénie, c'est un trouble neurodéveloppemental qu'on sait qui est très, très lié à la génétique. C'est, on pense, le facteur le plus important. Et en fait, c'est un truc polygénique, c'est-à-dire que c'est plusieurs gènes en même temps qui, s'il y a des trucs sur un gène, un autre, etc., ça fait des petits facteurs de risque qui s'additionnent. Plus après, forcément, le stress, les choses qu'on a vécues dans la vie. Et les traumas aussi, ça peut? Oui, okay. Oui, justement, puisqu'en fait, c'est multifactoriel, pareil, parce que ça développe... en fait, c'est une perturbation, pareil, du développement normal du cerveau, mais qui est liée à un risque génétique. Et plus on a de facteurs en plus par-dessus, plus on a de risques d'être schizophrène. Ok. Et on peut avoir les deux, du coup, en même temps. Et on sait que, du coup, ce trouble est lié à des anomalies structurelles du cerveau, donc les structures qui ne sont pas aussi correctement, et des problèmes dans la dopamine, de la régulation de la dopamine. Dans certains endroits du cerveau, il y a moins de dopamine que prévu. Dans d'autres, plus de dopamine que prévu. Et c'est pour ça que les médicaments marchent, parce que les médicaments antipsychotiques sont des régulateurs. Viennent rééquilibrer. Et du coup, pour faire un petit peu une petite chiffre sur ce qui va être du TDI. Donc, c'est une étude qui s'appelle Schneiderian Symptoms in Multiple Personality Disorder and Schizophrenia. Je mettrai tout dans la bio. C'est une étude assez ancienne, mais parce que on appelle encore le TDI trouble de la personnalité multiple, qui est son ancienne appellation dans le DSM-3, je crois. Et donc, là, on apprend que sur un échantillon de 236 personnes TDI, lorsqu'on cherche les antécédents, il y en a 40,8% de ces personnes qui ont été avant diagnostiquées schizophrènes et traitées aux antipsychotiques. Donc ça révèle le lien étroit dans l'imaginaire collectif, même des psychiatres, que les deux troubles soient particulièrement liés. Sur les 236 personnes, il y a 102 cas qui expliquent avoir des voix qui viennent de l'intérieur, donc qui se réfèrent plus aux alters, ce qui permet notamment de les différencier des voix hallucinatoires des personnes schizophrènes. Et tu voulais parler de la guérison? Oui. J'ai dit le mot guérison parce que tout le monde se demande ça.
En fait, il y a 2 voies pour le moment qui sont explorées pour ce que moi je vais appeler une rémission, parce que la structure du cerveau du TDI, elle sera toujours là, même si on peut ne plus correspondre aux critères actuels de diagnostic, donc ne plus être nommé entre guillemets TDI, parce que on n'entre plus dans ces cases-là, même si on a toujours la structure du cerveau qui permettra malheureusement de faire une redescente, on va dire. Donc ça va être, il va y avoir 2 cas, celle de la fusion, ça va être de faire en sorte que tous les haltères, soit qu'il y en ait 2 ou 300, ne forment plus qu'un, et que du coup il y ait plus cette l'amnésie forcément, puisqu'il y a plus de variation d'identité, qu'il y ait moins de dissociation, voire plus du tout, pour faire en sorte de revenir sur une norme, parce que tout le monde dissocie, donc ne plus avoir de dissociation, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, une fois qu'il n'en reste qu'un, le hic, ça va être que s'il y a de nouveaux traumatismes ou autres, ça peut se refragmenter, 2, 3, voire tout réexploser comme c'était avant, parce que la méthode de défense du cerveau, c'est sa structure, donc c'est le TDI. Donc au moindre souci qu'il va rencontrer, il va refaire comme il a toujours fait, ce qui a marché entre guillemets. Et la deuxième voie, c'est pas de fusionner tout le monde, ça va être ce qu'on appelle la multiplicité fonctionnelle. Ça va être de faire en sorte que tous les haltères puissent communiquer, qu'il y ait des switches un peu plus contrôlés. Switch, c'est quand on a les changements. Voilà. Donc de faire en sorte qu'il y ait de la communication entre ces différentes parts d'identité, qui est du coup pas forcément moins d'amnésie, puisqu'il y a de la communication, puisqu'on peut se dire il s'est passé ça au fait, ou carrément que tous les souvenirs reviennent dans ce cercle de la mémoire commune un petit peu. Et donc c'est cet enchaînement de guérison temporaire du moins, ou définitive, dépendant comment ça se passera la suite, qui fera que on peut appeler ça être soigné, ou du moins ce que moi j'aime bien dire de rémission, parce que c'est quand on est stable de réussir à bien faire, à avoir moins de symptômes, à pouvoir avoir une vie quasi normale dans certains cas. Et en fait, le hic, ça va vraiment être d'avoir une rechute, d'avoir tout qui se refracasse la tête, et que on doit recommencer depuis le début, en fait. On avait parlé d'un autre sujet. Je sais que ça te révolte et que tu as un côté aussi, je pense, assez engagé, que j'aime bien. Les médias, la manière de traiter ce trouble, plus les films qui peuvent rendre ce trouble soit trop le vulgariser, soit dire n'importe quoi. Je pense qu'il faut comprendre que les films, les médias vont créer la culture ou l'entretenir, et que cette culture va donner les idées que la plupart des gens ont sur les troubles mentaux, enfin sur plein d'idées, parce que justement on n'est pas expert de tout. Donc quand on regarde des choses qui sont connues et qui sont communes, qu'on voit beaucoup autour de nous, on prend ces idées-là comme étant vraies. Ce qui fait que quand on a des films un peu tu peux les citer, parce que moi je connaissais que Split par exemple. Ouais, voilà. C'est ce qui fait que quand on a des films du genre Split, plus tout ce qui s'est passé depuis sur l'affaire de Billy Milligan, ils ont fait une série Netflix, il y a encore un autre film qui est sorti, je sais pas quoi. Mais le problème, c'est quoi, ça ancre cette idée, entre guillemets, enfin en tout cas un cas de TDI, le seul cas où il y a un meurtre qui a été fait, enfin il y a des femmes qui ont été enlevées. Et en gros, la question, c'est est-ce qu'il est punissable ou est-ce qu'il est irresponsable, pénalement parlant. Ça, dans la réalité, ça n'arrive pas. Je veux dire, j'ai été chercher justement des informations sur le TDI dans la justice. Comment est-ce que la justice va faire ou a déjà fait vis-à-vis de victimes ou d'abuseurs, de personnes accusées avec un TDI. Comment on fait, en fait, dans des cas comme ça? Et en fait, il n'y a que, je crois, 3 cas référencés que j'ai vus où il y a eu vraiment une demande d'irresponsabilité pénale qui a été accordée. Et dans ces 3 cas, il y a, je crois, enfin, je sais pas si Billy Milligan est l'un d'entre eux, mais je crois pas. Je sais même pas s'il il a été.
Je crois qu'il a été placé. Il y en a eu 2 autres, et dans les 2 autres, il y a une personne qui a récidivé, donc qui a été renvoyée en prison. Donc, voilà. C'est 1 à 3% de personnes avec un TDI. Donc, pour faire un petit peu une poids. comparaison, ça fait beaucoup de monde, sachant que, par exemple, pour la schizophrénie, c'est environ 0,7%. Pour les troubles du spectre autistique, 1%. Pour les personnes aux yeux verts, 2%. Donc, on pourrait se dire quand même qu'il y a quand même des chances qu'il y ait plus de personnes avec un trouble dissociatif de l'identité que de personnes qui ont les yeux verts. Et pourtant, ça va être sur les personnes avec un TDI qu'on va venir un petit peu taper ou qu'on va discriminer vis-à-vis de ça ou dont on va se moquer. C'est-à-dire que si on revient un petit peu sur Split, le nombre de fois où on nous accuse d'être dans une forme de mode parce qu'on a vu Split et qu'on veut se prendre, alors que s'il y a bien un exemple qu'on ne veut pas suivre, c'est Split, quoi. Est-ce que, du coup, une personne qui est atteinte d'un TDI, qui est condamnée sous l'identité d'un alter, par exemple. Parce que là, tu as cité la justice, j'avais même pas pensé, j'y pense là. Ouais, si tu veux que je te dise... Est-ce qu'on peut le condamner? Oui. Oui. Et ça dépend des cas, parce que c'est très très intéressant et c'est très long. Donc, ce que je veux dire... Non, franchement, en gros, il y a plusieurs manières de réfléchir à la chose. Donc, la première façon, c'est de dire un système est responsable de ses alters et est responsable donc du fait que s'il sent qu'il va y avoir un truc mal qui va arriver, il doit en parler à ses soignants et se protéger et protéger les autres. Ok. Et il y a le truc et si la personne n'est vraiment pas au courant et qu'il y a un nouvel alter, par exemple, complètement, même qui parfois, peut être en crise psychotique ou avoir une crise extrême, comment on gère ce cas-là? Et en fait, ça va être du cas par cas. Ça va être est-ce que un des alters aurait pu en parler à d'autres et empêcher la chose d'arriver, prévenir la chose d'arriver. Est-ce que... C'est complexe, ça, dans un procès. Par rapport à la victimologie, c'est aussi compliqué parce que quand tu as un TDI, il faut que tu sois cru, entendu et cru. Le problème, c'est que quand c'est un trouble psychiatrique aussi compliqué, ça peut être très compliqué pour les juges qui n'ont aucune connaissance médicale de s'assurer que tu as vraiment toute ta tête, que tu sais vraiment ce que tu dis et que tu n'es pas en train de mentir, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de victimes qui sont accusées de mensonges juste parce qu'elles ont un trouble mental. Et ça, c'est n'importe quoi, surtout que, comme on a des troubles mentaux, on est plus à risque de devenir victime de choses que les gens normaux. Et oui, c'est ça. Parce que justement, j'allais dire, vous avez subi des choses dans l'enfance, dans votre propre cocon familial, mais ça s'est quand même enchaîné sur du harcèlement, des agressions violentes et sexuelles pour toi. Et je pense que peut-être les gens repèrent aussi chez vous, peut-être, je sais pas, je me dis, est-ce qu'ils repèrent pas? Moi, je pense que c'est pas une question de... Enfin, forcément, il y a des gens qui repèrent, je veux dire. Voilà. Moi, je pense que c'est plus une question de notre monde, il n'a jamais été normal. Oui, c'est ça. Donc, on fonctionne pas normalement. Donc, quand il y a des situations anormales qui devraient alerter les gens, on ne comprend pas qu'il faut... Voilà, Ah oui, c'est ça. Ouais, vous n'avez pas le petit truc d'alerte qui se met en marche. Forcément. Pour nous, c'est normal, parce qu'on a l'habitude. C'est comme ça. Et du coup, forcément, on se met dans des situations... Enfin, beaucoup plus facilement, on se met dans des situations très à risque, voire très violentes. Pour revenir, je vais arriver justement à cette dernière, pour moi, question, mais attends, dis-moi. Je voulais juste revenir un petit peu sur ce cas d'excuse du TDI dans la justice. Dans la vie normale, ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que c'est même très mal vu de dire non mais c'est pas moi, c'est un de mes alters. Vous le faites pas? Non. Non, parce que personne n'est censé le faire. Et en fait, c'est quand des gens n'ont pas le TDI, ça va être le premier truc. Mais ça veut dire que tu peux tromper ton copain et ça passe. Tu te dis c'est pas moi, c'est un alter. Ça ne fonctionne pas. Non mais c'est pas. T'imagines de venir devant la justice. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est un démon qui m'a possédé. Ouais, ça ne marche pas. Est-ce que du coup, au vu de tout ce que vous me dites, votre quotidien est quand même particulier parce que vous vivez quand même avec ce trouble, vous arrivez à vivre par moment, je vais pas dire tout le temps, mais une vie normale. Vous avez l'impression que c'est léger? Non. 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 Donc ceux qui diraient là que vous êtes là parce que vous voulez faire vos intéressantes et que vous avez le syndrome, comment on dit, du personnage principal là. Oui, ça par contre je l'ai pour une raison très très simple, c'est que je veux être l'une des personnes
qui est connue pour parler de ce truc-là. Je veux être une personne où quand on voit mes interventions, quand on voit qui je suis, on sait que elle a parlé contre la violence des enfants, elle a parlé contre les problèmes des prises en charge des troubles dissociatifs en France, etc., etc. Donc ouais, je demande de l'attention et j'en veux. Et mais c'est pour tes engagements. Oui. Tu n'as pas envie d'être connu pour être connu. C'est pareil pour tout le monde. Il y a très peu de personnes, très peu. Non, franchement. Je t'assure, je t'emmène en radio avec moi, Zélia, là, tu verras. Non, franchement, biais d'attribution d'hostilité, c'est un biais cognitif qui dit que on va penser que une personne a de mauvaises intentions derrière les actes, forcément, alors que souvent, juste la bêtise suffit de oui, donc ça arrive parfois dans ce sens-là. Mais c'est pas parce que t'es bête que tu as voulu être bête, que tu as voulu être machin. Et en fait, je pense que les gens, ils pensent que oui, on fait ça pour être connu. En fait, on le fait. Oui, moi, j'aime bien dire que oui. Oui, je le fais pour être. En vrai, tu prêches complètement une convaincue dans ton discours parce que depuis toute petite, je me suis un peu entichée de gens, de relations toxiques, de trucs pas dingues. Et puis un jour, je me rappelle avoir dit à ma psy, oui, mais pour moi, quand je vois quelqu'un, je vois d'abord un enfant, soit qui a été traumatisé, soit qui a souffert, et du coup, qui reproduit. Parce que, ayant une mère, qui a fait, je sais pas combien d'années, 27 ans de psychanalyse, bravo maman, elle m'a vraiment formée à penser d'abord à ça avant de voilà. Donc tu prêches complètement une convaincue, mais parfois j'avoue je suis un peu agacée par certains comportements. C'est vrai, ça n'empêche pas que les comportements sont inacceptables, qu'il y a des comportements inacceptables. Là, quand on parle de comportements inacceptables par rapport au TDI, par rapport à la prise de parole, ça va être la désinformation. Faire de la désinformation. Exactement. Pour le buzz par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait mal aux personnes TDI. Tout court. Ouais. Ce qui fait mal aux personnes TDI, ça va être les personnes qui vont faire semblant, parce qu'il y en a très peu. Ça arrive qu'ils font semblant ? On sait pas. Et de toute façon, on n'est pas là pour juger parce qu'il y a que le médecin de la personne et cette personne-là qui vont savoir vraiment ce qui se passe, tu vois. Et toi, le fait que tu aies un enfant, ça a été dur pour toi. Tu te dis, tu as subi du harcèlement et puis j'imagine tu as eu des retours très sympas de certaines personnes sur le fait que tu sois mère. En fait, on découvre un petit peu un monde où on est très vite stigmatisé. C'est moi, on m'a appelé je ne sais combien de fois à me faire stériliser parce que j'étais handicapée. On se rend compte qu'on est totalement déshumanisé. À partir du moment où on a un désir de maternité, surtout les femmes, malheureusement, parce qu'on a le premier rôle dans la vie des enfants, on porte le bébé. Moi, j'ai un compagnon qui est très, très présent, qui est là pour m'aider, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais le nombre de fois, on m'a dit que je ne devrais jamais être maman. T'es avec quelqu'un, tu m'as dit, de très stable, avec une famille très stable. T'es dans un cocon où t'es bien. J'ai découvert ce que c'était une famille où il n'y a pas de traumatisme, où il n'y a pas de soucis, de parents toxiques. La fameuse normalité. Et même, je pense quand même que c'est rare, parce que je pense qu'il y a toujours... je pense. C'est pas forcément parce que la personne n'a pas de trouble à côté que sa famille est normale. C'est même rare, les familles comme ça, où il y a autant de douceur, d'amour, d'attention. Là, mon conjoint, il s'approche tout doucement de la trentaine. Le nombre de fois où ses parents lui disent « Non, mais t'inquiète pas, si t'as besoin, on est là. Dans tous les cas, on sera toujours là, qu'importe ton âge. » Ou quand je compare que moi, à 18 ans, c'était « Ciao ». Toi, tu n'as plus de rapport avec tes parents ? Avec mon papa, si. Avec maman, c'est beaucoup plus difficile puisque j'ai été très en colère contre elle, surtout quand je venais d'être majeure. Et donc, j'ai beaucoup insisté sur ce qu'elle m'a fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de colère parce que j'essaye un petit peu de prendre de la distance, de ne pas lui en mettre plus sur le dos. Et parce que, en fait, ça va être triste à dire, mais j'aime ma maman. C'est ma maman, je l'aime. Ça n'empêche pas qu'elle m'a fait beaucoup de mal, mais je l'aime fort. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps, plus d'affection. Mais que ce soit peut-être pour son confort à elle et pour mon bien à moi de prendre nos distances. Peut-être qu'un jour on se reparlera, peut-être jamais. Ta maternité, tu la vis comment ? Quand j'ai tenu mon fils pour la première fois, j'ai découvert que jamais je pourrais faire ce que j'ai subi.
C'est-à-dire dire à mon fils que je ne l'ai jamais aimé, c'est quelque chose qui me semble impensable. Et quand je vois que des proches ont dit qu'un de mes parents frappait à 1 an et demi son enfant, moi, c'est des cas où jamais, mais jamais, déjà de base, je ne lèverai la main sur mon fils, et encore moins maintenant que c'est un bébé qui ne comprend pas, qui est en plein apprentissage, qui a besoin de temps. Et en fait, je me dis non, c'est pas possible. Moi, je suis pas comme ça. Mais c'est des personnes qui prônent la violence ou j'ai eu des discussions, par exemple, avec le papa de mon frère, qui n'est pas mon père, qui était mon beau-père, où on a été très en désaccord sur des violences, où pour lui, ça a éduqué, et qu'une claque, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et si, ça détruit des vies, ça tue des personnes. Une claque, ça peut paraître un petit geste, mais quand à l'heure actuelle la fessée est interdite, c'est qu'il y a des raisons derrière et qu'on peut très bien éduquer un enfant sans le frapper, sans faire une éducation par la peur. Oui, mais tout en reconnaissant, moi j'ai des discussions, moi j'ai un enfant et j'ai des amis qui ont des enfants, tout en reconnaissant que certains enfants sont très difficiles, ça peut arriver. Mais par exemple, j'étais avec une amie ce week-end qui a 2 petits garçons qui sont, honnêtement, moi je sais pas comment elle fait parce que je suis dépassée quand ils sont là. Et elle me dit, le côté un peu insupportable qu'ils ont, il vient aussi des traumas, parce que avec son père, on a eu ça comme discorde, et ça a été très dur pour eux. Et la force qu'on a, c'est qu'on reste soudés pour les enfants, et qu'on essaie de trouver les solutions pour. En fait, c'est ça la solution. Parce que des erreurs, on en fera. On en fait tous. Le parent idéal n'existe pas. Oui. Moi, j'aimerais juste revenir sur, par contre, une chose, c'est que on ne traumatise pas forcément son enfant. Ça, c'est un point d'honneur que je veux mettre. Parce que déjà, en tant que parent, on n'a pas envie de traumatiser son enfant, généralement. Donc, être confronté au fait qu'on va forcément le faire, ça décourage déjà à se dire que si dans tous les cas, on va le faire, pourquoi se prendre la tête à essayer de faire bien si quoi qu'on fasse, ça sera mal. Et de l'autre côté, je parle d'elle parce qu'il y a eu des traumatismes. Et je voulais juste... Mais la plupart du temps, on ne doit pas, et ça n'arrive pas. Je le souhaite. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en revanche sur ça. C'est en France, ça doit être sur 5 qui vit des violences tout court. Ouais, voilà. Tout confondu. C'est horrible. Je suis une encyclopédie vivante de certaines stats. C'est pratique. Je sors des stats comme ça, c'est clair. Je les connais. Oh my God. Mais du coup, par rapport à ça, de ce que j'avais entendu, ça fait très mal aussi qu'on puisse dire à moi, maman traumatisée, avec un trouble post-traumatique, de me dire que dans tous les cas, je suis traumatisée de mon enfance. C'est super dur. Pas traumatisée, mais faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est normal. Mais traumatisé, c'est un terme qui a peut-être été un petit peu normalisé à l'heure actuelle et qui pourtant est très très fort. Un traumatisme, ça va suivre quelqu'un toute sa vie. On peut essayer de les soigner, mais c'est très difficile. Mais on a cette semi-chance en France, on va dire, qu'avec les guerres mondiales, il y a eu beaucoup d'avancements sur tout ce qui va être trouble du stress post-traumatique, dont une thérapie qui s'appelle l'EMDR, qui va justement être créée suite aux guerres mondiales pour aider les soldats qui ont eu des troubles du stress post-traumatique suite aux horreurs de la guerre. Donc on a ce semi-avantage qu'en France, on ait plus de personnes qui sont formées à aider sur les traumatismes, bien que certains ne soient pas forcément les plus adaptés pour aider. Oui. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait si... je pense que là, ça peut être aussi à vous... ça peut aussi vous plaire d'apporter de l'aide, que ça ait du sens aussi d'en parler à chaque fois. Si quelqu'un nous écoute, nous regarde et se dit... moi, je ressens ça. Qui est-ce qu'on appelle? Qui est-ce qu'on contacte? Si les gens ont vraiment une souffrance, on va voir un médecin. On va voir le système médical, on essaye d'avoir... Après, ça ne veut pas dire que le premier médecin va être le bon, ni le deuxième, ni le troisième. Surtout quand c'est des psychiatres, parce qu'ils sont... ils sont tous un peu différents, mais il y en a aussi beaucoup qui connaissent rien et qui croient tout savoir, parce que c'est des médecins, et qui sont vieux de la vieille. Donc c'est OK de changer... Surtout en France. Ouais, surtout en France. Donc on est très en retard au niveau psychiatrie. Mais en retard à un niveau incommensurable, surtout dans les troubles dissociatifs. Si on prend des études, par exemple, pour donner un petit peu des petites idées de à quel point la psychiatrie est en retard en France, sur le sujet des troubles dissociatifs, on n'a aucune unité de recherche actuelle sur les troubles dissociatifs.
Par contre, la Turquie en a, le Japon, la Chine, les États-Unis, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Iran, la Palestine. Enfin, on peut en faire une liste. Je sais qu'il y a aussi. Nous, on n'a pas de département qui s'occupe de ça. Non, et puis on n'a pas de recherche tout court. On n'a pas d'études de cas. C'est-à-dire qu'on n'a personne, on n'a jamais un psychiatre qui s'est dit, vas-y, je vais prendre un cas, je vais le décrire. Pourquoi vous pensez ? Il y a une étude qui est sortie de psychiatres français, mais qui l'ont fait à l'étranger, qui est Why is dissociative identity disorder infrequent in France, et qui explique que c'est dû au système de soins, que les personnes traumatisées ont plus de mal à aller vers le système de soins, et qu'on a aussi un système de soins qui est assez défaillant, c'est-à-dire que on va déjà mettre des mauvais diagnostics en premier lieu, comme on l'a vu déjà, si dans les autres pays qui sont plus avancés, ils ont du mal à les mettre, mais aussi que les psychiatres, comme ils en voient peu, ils vont avoir du mal à donner le diagnostic, alors que quand on sait où chercher, on se rend compte qu'il y a énormément de troubles dissociatifs. Et j'ai les chiffres. Parce que vous êtes venues toutes les deux avec des cahiers, des fiches. On a un des gros traumatismes qui revient très souvent, dont on sait qu'il est souvent plus facteur à des troubles dissociatifs. Ça va être tout ce qui va être d'ordre d'agression sexuelle et de viol. Et donc, ils sont allés chercher dans un centre de victimes de violences sexuelles. Ils ont pris 30 personnes de ce centre qu'ils ont étudié au CHU de Tours. 87% présentaient des troubles dissociatifs. C'est 20 personnes, je crois. Ouais, je crois. Et 14% avaient un TDI, donc c'est 4 personnes. Donc c'est énorme. C'est 26 personnes, par exemple, pour les troubles dissociatifs. Donc au final, on se rend compte que si on prend 30 personnes avec des traumatismes dans l'enfance de violences sexuelles, il y en a au moins 87% qui ont des troubles dissociatifs en général. Et c'est énorme. Et il y a une bonne surreprésentation. On trouve des personnes qui ont un TDI. Voilà. Ouais. Elles existent. Elles sont là. Je pense qu'il y a ce truc aussi en France, la manière. Je vais t'apprendre un petit truc très rigolo. J'adore le ouh. Alors en fait, le premier cas de médecine moderne qui a jamais été étudié du TDI, c'est un cas français de Louis Vivet. Je crois que c'était 1888, qui a été en fait vu par 2 médecins. Qui se sont dit oula, il a quand même des trucs chelous, et ils ont fait un livre du coup avec son cas et le cas d'une femme qui avait aussi un trouble dissociatif de l'identité. Et c'est grâce à ça. Le livre s'appelle Variation de la personnalité. Voilà, on se connaît, on sait. Et en fait, à partir de là, c'est parce que ces médecins ont fait ces cas-là qu'ils l'ont ramené à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière, qu'à l'époque, Pierre Janet, qui était un élève de Charcot, c'est la maladie de Charcot, et des trucs comme ça, donc c'est un neurologue qui est très connu. Du coup, son élève, il a reçu il a reçu le livre, et il s'est dit, Pierre Janet, c'est super intéressant quand même. Je vais prendre la fille et je vais faire des trucs avec elle. On va faire des expériences d'hypnose, des trucs comme ça. Et donc, il a pris la fille, il a commencé à faire des expériences et tout. Et c'est comme ça qu'il a développé l'idée et le terme de dissociation. D'accord, ok. La dissociation, c'est quelque chose de français au départ. Ce qui s'est passé après, c'est que Jeanne et Freud étaient, entre guillemets, 2 élèves de Charcot au même moment, au même endroit. Il y a eu apparemment des disputes de savoir qu'il y a apparemment, il y en a un, il y aurait... Freud aurait piqué des idées à Janet. Voilà, enfin, je veux dire, on ne sait pas. Hein. il y a des spéculations qu'en gros les deux s'entendaient pas parce qu'ils se piquaient les idées les uns des autres. Et en fait, ce qui a réussi par se faire, c'est que Janet a perdu de sa popularité, tandis que Freud a eu une popularité qui a explosé. Et en fait, du coup, il a écrasé Janet. Et donc ses études et ce sur quoi il travaillait. Voilà. Alors que c'était dans les années 1890, je veux dire, c'est hyper bien avant, là, c'était il y a plus de 100 ans, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que chez nous, ça a été écrasé. Par contre, les psychiatres des États-Unis, qui, eux, ont eu des courants plus scientifiques comme le comportementalisme en psychologie, des trucs comme ça, bien sûr. Ils se sont dit, vas-y, on va déterrer parce que ça avait l'air quand même intéressant. Et ils ont commencé à déterrer, ils ont fait, ah, mais en fait, on en voit plein, en fait, il y a plus de choses que ce qu'on pensait. Et donc, ça a commencé, même avant les années 50, hein, mais ça a commencé et ça voilà. Et en France, on dit quoi ? On dit que c'est une maladie qui n'existe pas. En France, on dit ça ?
51% des psychiatres pensent que le TDI n'existe pas. Et il n'y en a que 20% qui sont convaincus que ça existe. Comment c'est possible si tu me dis que sur une IRM, on peut remarquer des... Est-ce que tu crois que tous ces médecins, tous ces psychiatres qui existent en France, ils ont reçu une formation sur ce qu'était le TDI, même ne serait-ce qu'une heure de cours? C'est bien et t'as raison de revenir dessus, hein, et toi aussi, parce que c'est beaucoup ce qu'on lit dans les commentaires, mais c'est n'importe quoi, ça existe pas. Et je pense que c'est une des choses les plus dures pour vous, quoi. C'est la négation. Moi, c'est pas dur. Ouais, c'est pas dur parce que dans tous les cas, c'est pas parce qu'une personne va me dire tu mens, t'es une actrice, ça existe pas, que ça efface. Ouais. Au final, je vais fermer mon téléphone et mon trouble sera toujours là. Mon compagnon, il va toujours le voir. La famille autour va le voir, va me le dire. Que mes parents l'auront vu, qu'ils acceptent ou non le diagnostic. Donc au final, ça change strictement rien à ma vie, qu'on me dise que je mente ou que je mente pas. Avec ou sans mon téléphone, j'ai mon trouble et je vis avec. Mon psychiatre le sait bien, mes psys le savent. Et à partir de ce moment-là, moi, je le sais et c'est le plus important. Et surtout, je ne demande pas à ce qu'on me croit. Toi et Zéliana, je sais pas, mais tu t'es créé un monde safe, je crois, dans ton quotidien, où tu es avec ton conjoint, ton enfant, et tu te sens bien dans ce monde-là? En fait, c'est plus safe que là où je vivais avant. Mais en fait, je pense que tant que j'aurais vraiment pas fait en sorte de bien intégrer tout ce qui est traumatique, etc., qu'importe où je serai, ça sera toujours un petit peu difficile certains moments. Ça reste un trouble qui prend beaucoup sur la vie, en fait, de tous les jours. Soit quand on parle, quand on fait quelque chose qui handicape pas mal, de devoir se poser, dire « Attends, là, je peux plus. » Où il y a un alter qui va avoir des émotions et qui vont les laisser transparaître. C'est-à-dire qu'il y a un alter qui va, par exemple, être pas là, mais on va ressentir ses émotions à lui, parce qu'il y a un problème de connexion. Et donc, des fois, je vais me mettre à pleurer alors que je suis pas triste et je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je pleure. C'est fatigant. Ouais. C'est culpabilisant aussi par moment. Est-ce que tu te dis, par exemple, quand, j'en sais rien, si ton mec a envie de faire quelque chose et toi, t'es crevé parce que toutes ces émotions te submergent, est-ce que tu culpabilises et tu dis... Et il y a aussi cette culpabilité quand... Moi, je sais que ça m'arrive beaucoup et je sais que Zéliana a aussi eu ce sentiment avec les alters qui sont des enfants. Donc, à spécifier que ce sont bien des alters enfants, des identités enfants dans un corps d'adulte avec un cerveau d'adulte, que ce ne sont pas des enfants propres comme n'importe quel enfant de l'âge. Oui, tu peux gérer ton enfant pour les gens qui se poseraient la question. Ou même, c'est souvent un stéréotype de ce que le cerveau voit comme un enfant. C'est-à-dire, on va se dire un enfant, comme on dirait qu'un bébé fait à goût gaga, alors que il n'y a pas beaucoup de bébés. Moi, mon fils, il dit toujours pas gaga, et pourtant, il est tout petit. Mais j'ai vu une ITV de toi où tu switches et tu deviens une petite fille, un petit garçon. Et justement, sur une petite fille, Yoka. Et en fait, quand je revois ça, je suis un petit peu mal à l'aise. Je comprends du coup qu'il y a des personnes qui soient très mal à l'aise. Déjà, très gênant. Ouais, c'est gênant. Et même, c'est culpabilisant. Et c'est professionnel ou que tu as besoin d'être un adulte. Toi, tu trouves ça gênant, mais par exemple, quand tu as fait la vidéo avec Thibaut, ça t'a gêné de la regarder? Non. En vrai, la regarder, ça va. J'ai l'habitude et tout. Mais c'est plus dans le moment, moi. Ouais, le regard des gens. Surtout que, comme elle dit, c'est des enfants sans être des enfants, dans le sens où ils ont un âge émotionnel ou un espèce d'âge mental, mais ils peuvent avoir accès à des connaissances que les autres alters ont, qui sont bien plus larges, bien plus... avoir des intérêts spécifiques qui ne sont pas forcément ceux d'enfants ordinaires. Voilà. Et donc, du coup, par exemple, moi, Airish, elle a 8 ans. Je ne sais pas comment, mais elle a accès à toutes les informations de ce que j'ai étudié. Mais juste ça, pas de mes souvenirs, etc. Mais ce que j'ai étudié, ça, je me souviens, ça, elle a. Et le truc, c'est que ça veut dire que techniquement, moi, j'ai un master, elle a un master aussi. Bien sûr. Elle a 8 ans. C'est tôt. C'est tôt pour un master. C'est précoce. Et c'est parce qu'elle arrive, c'est comme si, je sais pas, elle avait une porte, une trappe où elle pouvait l'ouvrir et il y avait les connaissances, alors qu'il y a d'autres alters qui peuvent pas le faire. Voilà, parce que c'est comme ça, mon cerveau, il a décidé. Et ce qui fait qu'il y a des moments, je peux me retrouver à devoir faire une présentation. Alors faire une demande au Grammy, au Guinness World des records. Ah oui. La plus jeune diplômée. La plus jeune master. Et ça, c'est cool quand même que vous arriviez à en rire. Parce que moi, tu vois, par exemple, je me disais, est-ce qu'elles font des vannes dessus? Ouais.
Parce que comme moi, j'ai tendance à vanner surtout sur moi. je vanne beaucoup aussi. Moi, je me fous de la gueule de certains haltères. Ah ouais? Ouais, c'est très méchant. Des fois, mais par exemple, il y a un homme dans mon système. Qu'est-ce que ça a été drôle de le voir allaiter. Le moment reste dans ma tête parce qu'en fait, c'est des moments où, justement, je suis spectatrice. Donc, ça va être, je vais pas choisir d'être là ou d'être pas là, mais il y a des moments où je vais être là. Et la toute première fois, quand mes haltères, donc, Soul a dû allaiter, et avoir un homme qui vit une grossesse. Il en a fait un TikTok où il se plaint tout le long du TikTok, où il est en mode putain, pour ma pomme, c'est déjà qu'il y a les règles, puis maintenant il y a le bébé, et puis après il y aura l'accouchement, imagine, je suis là, et il est là, c'est bon, enfin, la vie lui a chié dessus jusqu'au bout, et il arrive encore à en rigoler des fois, et des fois j'ai énormément d'empathie pour ce même haltère, parce que c'est justement un haltère qui a dit trauma holder, qui porte des traumatismes. Le dialecte au niveau du TDI, il est très anglophone parce que justement, il y a eu une avance. Plus de recherche. C'est ça, à ce niveau-là. Et on emprunte souvent ce dialecte nous-mêmes. Mais du coup, c'est un haltère qui est très, très posé, très calme et tout, mais très traumatisé. Beaucoup plus que je ne le suis. Et pour lequel j'ai énormément d'empathie parce que des fois... Ouais, ça... Yes, je suis, tu es, nous sommes. Voilà. C'est bon. Mais alors, moi, j'ai une dernière question qui est ultra intime et vous pouvez me dire, les filles, non, je ne répondrai pas. Dans les rapports, parce que moi, j'ai fait une première saison de Donne-moi tout, qu'autour de la sexualité. Et là, je repars aussi un peu là-dedans parce que je trouve qu'en France, on a un gros problème à parler de ça. J'aime bien les sujets dont on n'arrive pas à parler pour les débunker, les décoincer, là. Dans votre sexualité, est-ce que c'est le bordel? Non. Ça peut gêner certaines personnes. Alors, je vais aborder un sujet super, super difficile parce qu'il peut faire très vite polémique. En fait, il va y avoir un mécanisme de défense chez les personnes qui vont vivre des violences sexuelles qui va être soit de s'hypersexualiser, comme d'abandonner totalement tout ce qui va être activité sexuelle. Et il y en a un chez les personnes traumatisées, notamment sur les viols, qui va être le fantasme du viol. Et donc, il y a... pour moi, c'est normal. Enfin, ouais, non, mais je pense que c'est normal par les pas gens de... Non, mais c'est quelque chose dont on parle peu. Non, on n'en parle pas. Et en fait, dire, j'ai un fantasme du viol, c'est super bizarre. C'est pas que je rêve de me refaire violer, parce que j'en rêve pas. Mais que ce soit, entre guillemets, consenti avec la personne, de faire un scénario, c'est déjà arrivé dans la sexualité parce que, il y a... Le cerveau, en fait, va beaucoup, pour se rassurer, essayer de reproduire des situations traumatisantes qu'il a déjà vécues. C'est tout ce qui entoure le stress post-traumatique. Et ça va être aussi le cas avec le TDI, pour faire un petit lien. Le cerveau peut créer des haltères qui sont à l'image des abuseurs. Donc, moi, j'ai eu un ex qui a fait certaines choses. Et j'ai une haltère qui s'est calquée, qui est exactement l'image féminine de cet homme, pour me refaire la même chose dans ma tête, en boucle, me dénigrer, me rabaisser, etc. Et en fait, c'est le moyen au cerveau de se retrouver. Ça peut être difficile, mais à la fois, lui, ça va l'aider à continuer d'être plus ou moins stable et se dire, c'est bon, tout va bien, là, tout est comme d'habitude, en fait. Tellement c'est de la répétition et de la violence tout le temps. Et donc, côté sexualité, il y a aussi ce côté-là. Mais à la fois, moi, personnellement... j'ai jamais switch dans un rapport, je crois. Et il n'y a pas mon copain, mais lui, il m'a déjà dit que si ça arrivait un jour, il arrête tout. Ouais. Parce que à la fois, il n'a pas les mêmes relations avec certains haltères qu'il a avec moi. Ou il m'a dit, si l'haltère derrière est consentant, il n'y a pas vraiment de souci, ça reste la même enveloppe corporelle pour lui. J'allais dire, ça peut arriver aussi que des personnes qui ont vécu des traumas sexuels dans l'enfance développent des haltères qui sont des enfants, mais qui vont rechercher des actes sexuels pour rechercher une espèce de proximité avec une personne. Et là, la question, elle est de, oui, d'accord, t'es dans un corps adulte, mais toi, est-ce que vraiment t'es capable de consentir ou pas? Et je pense que toi, c'est pas ton cas. Hein. Non, pour moi, c'est pas mon cas. Mais je sais que quand j'ai connu des gens, c'était le cas et je le sais. Et non, moi, j'ai pas eu. Enfin, oui, mon cerveau. Oui.
On se dispute. Et on Ah est bon 3 là, ça y est. Ouais, il y a Irish qui s'est ramené là, et dans ma tête, qui est en train de parler, et Mirabel qui est toujours là, et du coup, ça fait. Tu vas me ramener Yoka. T'es une enfoirée. Comment? T'es une enfoirée. Tu vas me ramener Yoka à parler d'Irish. En fait, sa little trigger la mienne. Et vice versa. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand toi, il y a Irish qui est là, elle est là en fait. Bah, elle est dans ma tête. Enfin, elle est genre. Elle est pas au front, elle est pas genre en contrôle de mon corps, mais elle est dans ma tête. Elle influence un peu. Mais tu sais pourquoi elle veut venir? Ouais, c'est ça. De temps en temps, parce que je parle d'elle, parce que elle voit Ava, qu'elle aime bien Ava, parce que oh c'est joli le micro, je sais pas ce que c'est, j'ai envie de toucher, voilà. C'est une petite fille. C'est tout. Et non, c'est mignon, c'est marrant. Et genre le truc c'est que quand en fait quand il y a quelqu'un qui est enfantin autour, où on sait que c'est safe, ou même quand parfois, on ne le fait pas exprès, hein, même dans des endroits où des moments, c'est pas safe. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui, par exemple, se comporte de manière assez enfantine, le corps va faire « Ah, ok, bah moi, je peux faire ça aussi, attends. » Mais oui. Il va ramener sur les haltères enfants. Ce qui fait qu'on a beaucoup de triggers en tant que personne TDI, où en fait, si on est à plusieurs, même beaucoup, de personnes TDI ensemble dans une salle, etc., il suffit qu'il y ait une personne qui est un haltère particulier, qui est vraiment une mimique ou un truc particulier, pour que ça déclenche une avalanche de switch chez les autres, et que d'un seul coup, on se retrouve avec une ribambelle Une avalanche de switch. Non, mais c'est le cas. Et toi, t'es en train de lutter, non? Oui, mais c'est... Elle est en train de lutter, je le vois. Tu étais en train de lutter parce que t'as pas envie. Ouf. Ça va. Moi, je voulais dire... Ouais, je voulais... Oui. Oula. Et oui, parce que je le vois sur ton visage. En tout cas, c'est des enfants qui sont très joyeuses. Je tiens à vous le dire, quand même. Non, je voulais dire un truc, c'était sur la manière dont on prend les réseaux sociaux ou les commentaires et tout. En fait, à partir du moment où toi, tu t'es fait... T'as un fou rire. Mais oui, parce que ma voix, elle commence à changer. Du coup, moi, je reconnaissais le pas. Parce que vous vous connaissez trop bien, en fait. Non, ouais, surtout les intonations, les trucs. Ouais. Parfois, même si je suis encore au contrôle, il y a un... ça monte comme ça. Genre, non, fais comme si c'était pas là. J'essaye de sauver l'eyeliner. Non, je disais, ouais, par rapport aux commentaires, il faut penser en fait à un truc, je pense, c'est que si tu sais sur quoi tu t'appuies pour dire ce que tu dis, si tu arrives toi-même à savoir quelle est ta vérité et pourquoi c'est ta vérité, dans le sens, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes expériences, quelles sont tes pensées sur ces expériences, etc. En fait, si tu sais ça toi-même, de toi-même, et en plus, comme tu dis, avec genre, les gens autour, les soignants, etc., bah, en fait, que quelqu'un te dise que tu mentes. Enfin, toi, pour toi... Non, en fait... Ouais, c'est les gros mots qui t'ont choqué? Non, même pas. C'est que t'as envie de rigoler? Oui. Non? Je suis pas là. T'es pas là? Non, tu veux pas qu'on te laisse tranquille, peut-être? Non, ouais. Moi, je voulais finir ma phrase. Moi aussi, je veux que tu finisses ta phrase. Je voulais dire, oui, que genre, en soi, moi, si je sais, et si je suis... Enfin, si je sais... Enfin, moi, je me dis dans ma tête, OK, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme information pour être certaine que je sais un truc? Et là, pour le TDI, par exemple, c'est d'avoir le TDI, c'est... j'ai fait des recherches sur le trouble, j'ai été voir un psychiatre et des psychologues, et ils sont tous d'accord que c'est ça. Là, on est d'accord, juste pour les gens qui écoutent. Oui, là, t'as une voix de petite fille, mais tu m'expliques quelque chose de complexe. Non? Il y a plus complexe que ça. non, c'est oui, d'accord. Donc là, c'est Irish. Oui. Bonjour déjà quand même. Moi, je te dis bonjour. Bonjour. Au revoir. Elle est trop mignonne. On s'en fiche. Dis bonjour, c'était important. Oui, et donc du coup, moi, je me suis fait une liste dans ma tête de si j'ai ces informations-là, ça veut dire que
Enfin, peu importe ce que les autres disent, Oui. cette liste-là me suffit à savoir que c'est ça. Oui, Et ce qui fait d'accord. que quand je fais sur Internet et que quelqu'un dit t'as ci, t'as ça, machin et ça, bah, en fait, moi, j'ai déjà fait la paix avec moi-même, Bien avec comment je voulais que l'information soit définie dans mon cadre. Oui, c'est pour ça que tu dis que, par exemple, j'ai du recul sur les images, j'ai du recul sur Oui. ce que... Ouais. Parce que, bah, pareil, quand les gens, ils critiquent, parfois ils critiquent des prises de position et tout, Mhm. il y a ce truc, enfin, nous, spécifiquement, on est en mode, waouh, des gens qui sont pas d'accord. Si, enfin, c'est bienveillant en général, hein, les gens qui sont pas d'accord, s'ils sont pas bienveillants, ça sert à rien, mais t'es pas trop bien, ça veut dire qu'on va pouvoir réfléchir à plein de trucs, plein de nouveaux trucs. Ouh. Je sais pas, ça nous rend très joyeux. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, ouais, il y a cette joie du débat, d'essayer de comprendre et tout. Et puis, il y a le truc de... On sait que sur Internet, il y a des gens, quand ils ont cliqué sur la vidéo, ils n'étaient pas ouverts d'esprit. Ok. Ils n'étaient pas genre, assez ouverts d'esprit. Ouais, Enfin, ils n'avaient pas envie forcément d'ouvrir leur esprit. je comprends. Et si la personne n'a pas envie d'ouvrir son esprit, bah, tu peux rien mettre dedans. Du coup, ça sert à rien. Et du coup, c'est pas grave. Ouais. C'est OK. Il y a des gens, ils n'ont pas envie d'ouvrir leur esprit. Ah bah tant pis pour eux. On termine. Moi, je pense qu'on peut terminer sur cette phrase. Moi, je veux juste dire que, en fait, des fois, les gens ils disent pourquoi t'as pas d'alter qui s'appelle Robert, qui a 60 ans, qui est un camionneur, qui boit de la bière et qui est d'extrême droite. Alors, c'est parce que avoir cet alter-là, ça sert à rien pour le cerveau. Parce que, moi, je suis quand même bien plus utile. Parce que, au moins, moi, je suis là pour aider quand ça va pas. Et du coup, Parce que toi, t'as quel âge? Ça a bloqué. je sais plus. Tu sais plus, bah oui. Non. Mais du coup. T'as un prénom quand même, on oui, l'a dit. Yuka. Yuka. Du coup, moi, j'avais déjà dit que j'aimais bien jouer aux échecs. Ouais, parce qu'on a appris à jouer aux échecs et du coup, j'ai appris aussi un petit peu. Et du coup, moi, j'aime bien. Et puis, après, voilà, j'aime bien. J'aime pas la rose, du coup, j'aime pas sa tenue. Elle est trop moche. C'est un peu dur, non? Non, c'est qu'elle est moche, sa tenue et sa coque. Moi, je préfère le bleu. Oui, la coque du téléphone, elle est rose et moche. T'aimes pas le rose du tout, toi? Non, j'aime pas le rose. Ok. Parce que Noliana, elle aime bien le rose, mais moi, j'aime pas le rose. Ah oui. Et là, c'est Irish. Ou non? Un peu. Un peu. On est sur un... En fait, comme je dis, genre, c'est parfois... Oui, Parfois, genre, en fait... C'est parce qu'elle a peur de moi. Du coup, ça fait Enfin, genre, on est au contrôle. Je sais pas. Genre, c'est comme Tu si dis qu'elle a peur de toi? Ouais, du coup, elle va pas me confronter parce qu'elle sait que je suis meilleure qu'elle. Ah oui, donc Yuka, elle est assez taquine quand même. Je suis Non. pas taquine, je suis véridique. Ah oui, tu Non, dis... mais c'est oui. parce que j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de... Ah bah là, dis donc. C'est toi qui l'as fait la première. Est-ce que on va terminer cet épisode comme ça. Je voudrais vous remercier toutes les deux. Je voudrais vous remercier. Voilà, je suis contente qu'on finisse sur une note comme ça, où on rit. Je voudrais vous remercier parce que vous m'avez confié dans cet épisode beaucoup de choses. Vous êtes arrivées toutes les deux avec énormément d'études, de chiffres, etc. pour documenter tout ce dont vous m'avez parlé. Et j'espère que pour vous aussi, ça vous aura renseigné. Je vous invite à laisser des commentaires. Je modérerai les commentaires. Je n'ai aucun intérêt à garder des commentaires malveillants ou dénigrants. Enfin, voilà. Donc, De toute façon, c'est parce que si vous êtes méchant, c'est que vous êtes ignorant. Donc, c'est pas grave d'être voilà. bête. Si elle vous le dit. Et si par contre vous avez des questions en plus, je verrai avec vous si on peut pas faire un live, parce que je sais qu'on traite toujours des choses, mais ça peut être une idée qu'elle soit chez elle aussi, peut-être dans un endroit qui est leur endroit, et qu'on fasse un live et que vous puissiez poser vos questions, évidemment autour des questions. Moi, je vais faire un bienveillantes. épisode 2. On va refaire un épisode. Ouais. Ouais, ok, on refait un Je vais épisode. faire un épisode. Oh, mais oui, parce À que ce moment-là, ça va être anecdote d'alter. Ah oui. Moi, c'est Yoka. C'est parce que Oliana, moi, Yoka, elle m'a déjà volé mon KFC. Elle l'a mangé. ton KFC, Ouais, qui elle te l'a volé? Oliana. Oliana, Ouais. qui est une autre altère, Oui. qui est une femme. Oui. De quel âge à peu près? Tu sais pas. Entre 10 et 18 ans. Ah oui, c'est large. Ouais, c'est parce qu'en fait, selon quand elle vient, elle a différents âges.
En fait, elle est age slider. Slider. Et en fait, du coup, pour s'adapter aux situations, elle peut changer d'âge. Et une fois, en fait, avec Kristalina, elles ont volé le KFC. Eh ben, on reviendra sur cette histoire. Et elle a déjà volé dans les magasins. Je ne lâcherai pas, ce sera mon enquête de la prochaine fois. Oui, il faut lui dire parce qu'après, elle a récidivé. Ah oui. C'est très grave, c'est tout ce qui se passe là. On reviendra sur ce tragique incident du KFC et de la récidive. Merci vraiment. Merci de m'avoir contacté. Je parle à Ava au système. Oui. Je peux ? Oui. Dire comme ça. Merci de m'avoir contacté, merci de m'avoir écrit, merci de m'avoir éveillé. Nous allons mettre dans le lien de description le drive de Zéliana et énormément de liens vers les études qui ont été citées dans cet épisode. Merci beaucoup, à bientôt pour un nouvel épisode de Donne-moi tout. Salut. Si cet épisode de Donne-moi tout vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez. J'en ai vraiment besoin pour continuer à créer du contenu pour vous. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'ici on veut bien tout donner, mais on veut aussi recevoir votre avis.